Je ne sais pas si à mon âge on peut parler de réelle influence. C'est vrai que quand j'avais 15, 25, 35, ça aurait été une question qui aurait du sens pour moi. C'est vrai aussi qu'un homme ne se construit pas à partir de rien. On a forcément eu des lectures, des rencontres, des enseignants ou des enseignements qui nous ont formés. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a quelques poètes qui m'ont marqué, des poètes du XXe siècle. Je pense à Max Jacob, par exemple. Je pense aussi, dans un tout autre genre, à Saint John Perse. Peut-être parce que c'était quelqu'un qui était un insulaire, pour reprendre la terminologie. Quelqu'un né sur un petit îlet, ou îlette, et qui a dû rejoindre Bordeaux, parce qu'un cyclone avait détruit et ses possessions et sa maison. Donc une sorte d'exilé climatique, déjà. Et puis quelqu'un qui a eu tout à la fois, et en cela je l'estime beaucoup, une influence directe dans l'histoire réelle des hommes et dans celle de la littérature, puisqu'il était secrétaire général du Quai d'Orsay pendant plus de 20 ans, et qu'il a négocié les yeux dans les yeux face à Hitler, qui a dit, on s'en souvient, mais qu'est-ce que c'est que ce Martiniquais? Alors sur Max Jacob, en fait j'ai bien connu un libraire à Paris qui s'appelait Marcel Béalu. C'était un écrivain qui avait écrit beaucoup de recueils de poèmes, mais également des nouvelles, des romans, du théâtre, et qui avait été un des familiers de Max Jacob. Et comme pendant toutes mes années d'études à Paris, j'ai beaucoup dialogué avec Marcel Béalu. À travers son entre-genre, j'ai pu me familiariser avec l'œuvre de Max Jacob. Et puis il y a une anecdote. Une année, j'étais à Paris et j'ai assisté à un spectacle de la République, un spectacle très rare. C'est ce qu'un poète pourrait appeler l'empanthéonisation, c'est-à-dire la rentrée d'une célébrité dans le Panthéon. Et là, c'était Pierre et Marie Curie, les fameux physiciens nucléaires. Et quelqu'un dans le public derrière moi a dit « Mais c'est une bêtise, on aurait dû mettre Max Jacob plutôt. » Je me retourne, je dis « Oh monsieur, mais vous connaissez Max Jacob ?»« Oui, j'étais son ami, etc. » Et d'ailleurs, quand les cérémonies seront finies, vous rentrerez dans le Panthéon, vous verrez, il y a une grande liste de personnages comme ça, c'est intitulé « Mort pour la patrie ». Et bien vous ne le trouverez que difficilement. Il faudra faire le tour de la colonne, il faudra regarder tout en haut et vous trouverez le nom de Max Jacob. C'est vrai, je le dis pour ceux qui l'ignorent, c'est que Max Jacob aurait pu faire un superbe, je pense, centenaire. Il a été dénoncé pendant la guerre, même s'il bénéficiait de très haute protection. Il a été raflé par la police, interné au camp de Drancy, où il est mort de pneumonie. Et je le regrette profondément parce que c'est, je pense, l'un de ces rares écrivains qui, comme les bons vins, ne s'aigrit pas en vieillissant. Je pense que ses livres auraient été de mieux en mieux. Et c'est une poésie de la liberté, c'est une poésie humaniste, c'est aussi déjà une poésie mondialiste, très globalisante, très fantaisiste, aussi très libre, qui a été fondatrice pour moi. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de quartier. Parce que moi, je suis né dans une ferme, c'est-à-dire a priori au milieu de rien, ou venu de nulle part. C'est maintenant effectivement un quartier de la ville de Nouméa, c'est le 6e kilomètre, parce que progressivement la ville a dévoré cette enclave-là, cet espace de verdure, cette oasis a été véritablement phagocyté par la ville. Au départ, qu'est-ce que c'était? Quelques collines, pas de plaine. Mon grand-père avait acheté ça après la guerre de 14-18.
et avait vécu dans la ferme familiale pendant plusieurs décennies. Il ne faisait pas de l'élevage de viande, c'était un laitier, c'est-à-dire qu'il y avait une cinquantaine, une soixantaine de vaches laitières, et mon grand-père tirait le lait et livrait le lait à domicile. Et c'est là que moi je suis né. Enfin, je suis né dans une clinique qui était l'ancienne l'ancien QG des forces américaines en Nouvelle-Calédonie, à Lansvata, reconverti en hôpital. Et donc c'est dans cette ferme du 6e kilomètre que j'ai passé toute mon enfance comme un petit sauvageon, très très libre, sans télévision, sans téléphone, sans électricité. Nous avions l'eau quand elle voulait bien couler et qu'il y avait suffisamment de pluie pour nourrir, abonder le barrage. Ce n'était pas le cas chaque été. C'est pour ça que nous avions aussi une grande citerne d'eau pour parer à toute éventualité. Et j'y suis resté. Je suis un des derniers de ma famille à être resté dans ce quartier où nous sommes maintenant la famille Olène depuis un siècle. Mais sinon, il y a aussi un autre lieu qui m'est cher, c'est où je travaille depuis presque un quart de siècle. C'est le quartier de la vallée du Tyr à Nouméa, qui est un quartier populaire, qui est un quartier qui a accueilli à l'origine les travailleurs de la grande usine sidérurgique, la SLN, la société Le Nickel. Et je travaille là, dans un petit lycée professionnel, tout en haut d'une colline avec une forte pente sur la route d'accès. Ça domine la mer, mais ça domine en même temps les installations industrielles. Et c'est un quartier très folklorique, en ce sens que beaucoup de gens à Nouméa le craignent. Ils disent « Ah, mais vous travaillez à la vallée du Tyr, comment vous y arrivez? C'est pas trop dangereux, etc. » Non, moi je m'y sens plutôt bien. J'ai une population d'élèves très diverses, des Kanaks, des Wallisiens, des Tahitiens, des habitants de Vanuatu, quelques habitants de Micronésie maintenant, parce que les habitants de Micronésie ont leurs îles qui commencent à être rendues inhabitables par la montée des eaux. Donc on a en Calédonie maintenant, je l'ai vu, les premiers réfugiés climatiques. Et c'est une population très bigarrée que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs m'a inspiré un ouvrage, un recueil de 5 nouvelles intitulé Brûlure, mais qui aussi, avec une deuxième lecture, peut se présenter comme un roman. C'est-à-dire qu'il y a des personnages principaux dans certaines histoires qu'on retrouve également dans d'autres nouvelles comme personnages secondaires. J'aime beaucoup ce quartier, le maire aussi, il y habite, il y est né. Et depuis quelques années, il y a une grande politique de reconstruction, amélioration, pour essayer que le cadre de vie progresse. Et on a eu un certain nombre d'immeubles anciens qui ont été détruits, des nouveaux immeubles qui ont surgi de terre. Mais ça garde cette ambiance de succession de petits magasins chinois, épiceries, délicatessen. Et ça, c'est particulier à la vallée du Tyr. C'est un quartier unique à Nouméa. Je dis souvent que tous les gens bien sont nés à la vallée du Tyr ou sont sortis de la vallée du Tyr. Énormément de gens que je croise dans le métier des arts et des lettres sont soit nés à la vallée du Tyr, soit y ont séjourné à un moment ou à un autre. Pour revenir un petit peu sur mon quartier d'enfance, le 6e kilomètre, ça avait cette particularité, c'est que c'était pas en prise directe avec la mer, mais qu'il y avait ce qu'on appelle la mangrove, les palétuviers qui étaient tout en bas. Et on allait pêcher le crabe tout au bout de la plaine. Et on sentait les allées et venues de la mer, même si la mer n'était pas visible. Je pense que j'ai eu une enfance très privilégiée. Nous étions des amateurs de chevaux, nous en élevions. Et donc chaque enfant avait son cheval. Mais comme on dirait, chaque enfant a son vélo. C'était la même chose pour nous. Et nos parents nous faisaient une grande confiance.
C'est-à-dire nous pouvions jouer à Robinson Crusoe ou à Huckleberry Finn autant que nous voulions. C'est bon. Alors un souvenir d'enfance, une personnalité très marquante, mon grand-père paternel, Charles Hollen, le dernier rejeton d'une famille où il y avait de nombreux enfants. Je crois qu'il avait 8 frères et sœurs. Lorsqu'il a eu 9 ans, son père l'a fait venir et lui a dit: mon fils, tu travailles très bien à l'école, mais malheureusement nous ne pourrons pas subvenir plus avant à tes besoins. Il va falloir que tu quittes la maison pour commencer à travailler. 9 ans, donc il est parti en apprentissage pour devenir charpentier de marine. Et puis, bon, il a une vie plus ou moins aventureuse au Vanuatu, anciennement Nouvelle-Zébride. Il est revenu et il s'est engagé lors de la guerre de 14-18. C'est un ancien combattant des Dardanelles, puisqu'il n'a pas combattu en France. Il a combattu sur le front d'Orient, avec les Australiens, avec les Néo-Zélandais. Et sa vie est un roman, j'en ferai certainement un livre un jour, puisqu'il avait été intégré au bataillon comme tireur d'élite. Son rôle consistait à faire exploser la tête des officiers allemands qui étaient semés ici ou là parmi les Turcs en tant que conseiller technique. Et des années après, il en parlait encore, c'est un souvenir difficile. C'est un homme qui a toujours eu la joie au cœur, un optimisme assez délirant. Et pour moi c'est un exemple, puisque c'est un homme qui avait beaucoup de charisme à proprement parler, et qui avait surtout un sens de l'humour dévastateur. Et ça c'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Et je me rappelle que mon grand-père, il me disait pas: alors tu travailles bien à l'école, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Non, il me disait: quelle est ta dernière fiancée? Par exemple. Je l'aimais beaucoup. Je regrette qu'il soit mort un peu prématurément en 1975. C'est quelqu'un qui a une façon de surfer la vie qui est pour moi une référence. Et alors peut-être un souvenir sur mon premier jour d'école. Alors moi j'ai une particularité, c'est que j'allais à l'école, mais j'avais un petit peu d'avance, puisque j'étais le premier enfant de ma mère, et donc c'était beaucoup occupé de moi. En l'occurrence, je savais lire déjà en entrant à l'école. Donc avant de passer quelques jours dans la classe, puis de passer à la classe supérieure, c'est un peu ce qui s'est passé. Effectivement, je me rappelle, on avait préparé le cartable qui était rouge comme la chemise que j'ai aujourd'hui, un très beau cartable rouge avec beaucoup de pâte à modeler sous de la cellophane bien craquante. Ah non, c'était un honneur de rentrer à l'école, mais on me disait toujours: mais tu vas apprendre à lire. Mais je disais: mais je sais déjà lire. Et on me disait, comme dans le roman de Marcel Pagnol: non, ce n'est pas possible, tu es trop petit, donc tu ne sais pas lire. Donc il fallait chaque année montrer à la maîtresse que je savais lire. Et à ce moment-là, la maîtresse me disait: mais va au fond de la classe, lis la bibliothèque. Et comme moi, j'étais un enfant très obéissant, je prenais le premier livre en haut à gauche et j'allais jusqu'au dernier livre en bas à droite. Et je pense que de ce côté-là, ça a eu une influence, parce que j'ai un petit peu passé mes études primaires et secondaires comme un paresseux, puisque tout ce qu'on était censé m'enseigner, je l'avais déjà appris à la maison. Donc j'ai pu avoir des lectures et des années sabbatiques aussi, puisque tous les 2, 3, 4, 5 ans, mes parents voyageaient et me disaient: bon ben, comme tu es en avance, tu peux nous accompagner. Chic alors. Donc avec mes sœurs, j'ai suivi mes parents sur les chemins du monde. Et je suis finalement très vite sorti de mon insularité, qui est d'ailleurs quelque chose que j'ai très peu ressenti finalement, puisque pratiquement chaque année nous prenions l'avion pour découvrir un pays ou l'Europe. Donc c'est une seconde nature pour moi,
le voyage, la rencontre, même si c'est un peu limite comme aventure, je veux bien. Ça me convient, ça me plaît de ne pas avoir toujours à répondre au téléphone, aux mails, être à la disposition des uns ou des autres. Non, j'aime bien cette vie qui consiste à se déplacer. Et puis je pense que ce déplacement physique et psychique soutient l'inspiration tout court. C'est-à-dire, bien sûr, il y a d'excellents écrivains qui se mettent eux-mêmes en prison pour pouvoir faire leurs livres, pour pouvoir accoucher de leurs textes. Moi, il me semble que ça fonctionne mieux s'il y a déracinement, s'il y a arrachement. Sur ce que j'ai écrit. Alors, disons-le tout net, j'ai écrit surtout de la poésie, une douzaine de livres. Le premier s'appelait La Voix solaire, a été édité par Guy Chambellan à Paris. Et le dernier sort dans les tout prochains jours, ça s'appelle Venir au jour. La thématique qui marquait surtout les premiers ouvrages de poésie, c'est le lien ou les liens que j'entretiens avec l'espace, avec le monde réel, le monde physique, mais aussi le monde historique. La Calédonie d'avant, de maintenant, et quelle place j'y occupe moi-même ou ma famille. En ce qui concerne les deux précédents ouvrages, je veux parler de La lumière du monde et puis donc de Venir au jour. C'est quelque chose qui se prend sans doute moins appui sur l'île originelle. C'est quelque chose qui s'étend davantage au monde entier. Dans La lumière du monde, il y a tout un grand pan qui s'intitule La paume et l'écume. Et dans La paume et l'écume, c'est une sorte en poésie de petite légende des siècles de l'humanité. C'est-à-dire qu'on commence au tout début de la vie et le dernier épisode, c'est un petit enfant tibétain. Ses parents sont morts, donc il doit absolument rejoindre un monastère. Et pour lui, c'est l'enfer total, puisqu'il n'a pas le choix. Il sait qu'il va vivre enfermé toute sa vie dans ce monastère. Et la particularité de cette poésie, je pense que c'est souvent une poésie du reportage, de l'instant vécu, du concret, de la poésie qui raconte une histoire sur souvent des gens véritables, des gens de chair et d'os, des gens que vous aussi vous pouvez rencontrer. Ou alors, si c'est pas le cas, je pense que ça fait quand même le même effet, parce qu'on me dit toujours, mais alors, la personne, c'est qui, elle s'appelle comment? Je pense que c'est une déontologie que j'ai, plus qu'une source d'inspiration, c'est d'être proche des êtres que j'ai pu croiser, et qui, au sens fort et propre du terme, m'ont nourri. Et je ne sais pas pourquoi, mais souvent dans mes voyages, je fais comme ça de belles rencontres. C'est sans doute parce que je les attends qu'elles m'arrivent. C'est sans doute que la fenêtre n'est pas claquée et la porte n'est pas fermée. Donc ça, les gens le sentent. J'étais en train d'écrire par exemple un roman dans un TGV qui m'amenait tout près de Rouen, où j'étais invité. Et un monsieur me dit, mais excusez-moi, j'en connais pas, mais je vous observe depuis quelques minutes et je vois que vous êtes très concentré sur votre ordinateur, mais je sais que vous n'êtes pas un ingénieur. Je dis, ah bon? Il me dit, vous devez écrire un livre. Et j'ai dit, oui, en effet. Et si je puis me permettre, c'est monstrueusement indiscret, qu'est-ce que vous écrivez? Et je ne lui explique pas, je tourne l'ordinateur et je lui montre la page qui est inscrite sur l'écran. Et à ce moment-là, je le vois blanchir, verdir. C'est un épisode où je décris un Français de la LVF, c'est-à-dire ces Français qui s'étaient engagés auprès des troupes allemandes, sous l'uniforme allemand, sur le front de l'Est, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il me dit, mais je suis un ancien LVF. Je dis, écoutez, on va éteindre l'ordinateur, je vais refermer le capot, je vais me taire, et
si vous me faites confiance, c'est quand même un signe du destin qu'on se soit croisé à bord de ce train. Dites-moi tout ce que vous avez à me dire en 1 heure, 1 heure et demie sur ce que vous voulez, mais notamment les détails, c'est-à-dire comment vous étiez cantonné, vous viviez où, comment, dans quelles conditions, le froid, la nourriture, pourquoi vous vous êtes retrouvé dans votre vie là, c'était par conviction, c'était un hasard, et je l'ai écouté, et évidemment je n'ai pris aucune note, parce qu'on ne peut pas quitter du regard une personne qui s'adresse à vous pour vous confier la partie la plus secrète de sa vie, tout en sachant que quelque part dans le livre un petit morceau de lui allait survivre. Et donc je le remercie par l'intermédiaire de la caméra s'il voit ces images un jour. Merci à lui de s'être comme ça ouvert, parce que beaucoup de gens le font assez facilement. Et moi j'ai toujours l'impression d'un coup d'électricité, d'un spasme, quand j'entends comme ça une part d'humanité qui m'est livrée, et dont soudain je me sens responsable, puisque finalement ce que nous écrivons, c'est un millefeuille de ce que nous avons reçu à ce titre-là, en tout cas pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'imagination. Je pense qu'on peut davantage toucher les gens par une reconstitution du réel, mais qui est nourrie de ces rencontres véritables-là. Plus l'expérience d'un homme, je ne sais pas si, je me suis toujours posé la question, si la vie d'un auteur est nulle, est-ce que ces livres peuvent être bons? Est-ce qu'il n'y a pas une relation de cause à effet entre la vie que nous avons vécue ou que nous sommes en train de vivre et la nature profonde de nos livres et leur valeur aussi littéraire? Est-ce qu'un bon écrivain est un ermite sur sa table, chez lui, enfermé dans un appartement, sans lumière, sans voyage, sans rencontre? En ce qui me concerne, j'y crois pas trop. Même si, et c'est le paradoxe, l'écriture nous oblige à une solitude. L'écriture aussi d'un texte long, c'est une discipline. Et à partir de là, c'est aussi une suggestion. C'est aussi une forme d'aliénation ou d'emprisonnement. C'est un peu concentrationnaire l'univers de l'écriture de ce point de vue-là. Et cependant, lorsque nous parvenons à nos fins, qu'il s'agisse de nouvelles ou de poèmes, c'est plutôt l'oxygénation qui nous frappe. C'est plutôt le sentiment d'être libéré de quelque chose. Donc c'est bien tout le contraire de la prison. Sur la question de l'insularité par rapport à la Nouvelle-Calédonie, il faut quand même préciser que géographiquement, la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un microscopique territoire. C'est quand même assez grand, plus de 400 km de long, 50 à 60 de large. Et donc, à proprement parler, on n'a pas, par rapport à des archipels polynésiens que je connais bien, on n'a pas cette impression de la frontière. On n'est pas en permanence en train de viser le lagon ou cette frontière écumante du récif. Il y a en Nouvelle-Calédonie, il y a eu historiquement, il y a un peu toujours, un véritable Far West intérieur. C'est l'aventure de la mine dans les montagnes, mais c'est également toutes ces tribus qui se sont réfugiées suite à la colonisation à l'intérieur de la chaîne centrale. Et en fait, même si sur la carte du monde, la Calédonie ne représente pas grand-chose, si on déplie ces plis et replis, et si on étale sur l'océan, ça fait une surface gigantesque. Il y a encore des endroits en Nouvelle-Calédonie où nul homme n'est jamais allé. Ça existe. Alors, je le disais, et je pense que c'est une vie, c'est une belle adolescence que j'ai eue, parce que
À aucun moment, enfin 3 ans ne se sont pas passés sans que j'ai fait 2, 3, 4 voyages. J'avais des parents qui aimaient cela et qui m'ont transmis ce goût du déplacement et de la découverte. Alors bien sûr le monde, les autres de façon générale, me renvoient aussi de moi en tant que néo-calédonien une certaine image, mais qui est une image d'insulaire qui ne m'est pas très familière. Ce serait quoi l'insularité néo-calédonienne? Historiquement, comme pour tous les pays neufs, des gens qui s'installent à côté des peuples premiers, c'est une idée forte, c'est l'idée de tout recommencer à zéro, de tout oublier ce qui s'est passé avant, de couper les racines anciennes et puis de bâtir ici une sorte d'utopie. Je parle d'utopie parce que mon ancêtre pionnier n'était pas un fermier, n'était pas un homme d'affaires, n'était pas même un colon. Donc la question reste d'ailleurs posée 150 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est venu faire en Nouvelle-Calédonie? On a une réponse avec les dernières recherches. Je pense que mon ancêtre était trop vieux pour faire un bon colon. Il avait déjà 52 ans quand il est arrivé en Nouvelle-Calédonie. La première chose qu'il a commencé à faire, c'est à couper son terrain en deux et à dire voilà, je donne la moitié de mon terrain pour faire une école. Mais attention, une école laïque. Une école où ce ne sera pas des frères, des sœurs, des prêtres, les professeurs. Et dans cette première école non confessionnelle qu'il fonde, en 1859, mon ancêtre Heinrich Schollen engage sur ses deniers propres un instituteur belge. Et dans cette classe, c'est extraordinaire, il y a 6 colons européens blancs, 6 Kanaks des tribus de Païta et un Chinois. Et c'est la première, pour moi c'est un exemple parce que j'ai pas beaucoup de traces de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il a fait, mais déjà ça en tant qu'acte fondateur ça me parle. Et puis cet homme est venu en Nouvelle-Calédonie vraisemblablement pour installer ici la première loge des francs-maçons. C'était quelqu'un qui faisait partie de ce mouvement un peu mystérieux de la franc-maçonnerie. Donc il était venu en Nouvelle-Calédonie pour implanter une loge maçonnique. Quant à mon ancêtre, Maria Dorn, elle était sage-femme. Donc elle a passé toute sa vie en Nouvelle-Calédonie à accoucher les femmes ici ou là. Elle habitait à un petit village qui s'appelait Païta et donc on venait la chercher nuitamment et elle allait accoucher les femmes jusqu'à 30-40 km en pleine nuit avec son cheval. Donc j'ai de mes ancêtres, de cette première génération d'insulaires, une image qui n'est pas conforme à l'imagerie d'Épinal qu'on a du colon. La personne qui va chasser les tribus Kanaks, la personne qui va défricher, qui va construire sa maison, qui va mettre en culture, qui va planter du café, qui va finir au bout de la 2e génération par gagner beaucoup d'argent. Je crois que ça ne correspond pas du tout à ce schéma-là, à ce qu'ils ont vécu. Et tant mieux pour eux et tant mieux pour moi.